Bonsoir. Ce soir, en direct des Bobards, coin Saint-Laurent et Marianne à Montréal, nous avons le plaisir de recevoir Daniel Bélanger, qui lançait hier soir son nouvel album. Un album attendu pendant 5 ans. Il faut dire qu'il y a quand même eu beaucoup de choses pendant ce temps-là, mais un album attendu pendant 5 ans. Et nous sommes très fiers aussi de vous dire qu'il interprétera le premier extrait de cet album, non seulement pour la première fois à la télévision, mais pour la première fois tout court. Et accompagnant Daniel Bélanger sur ce plateau ce soir, nous recevrons aussi Jean-François, alors ils ont des noms composés, Jean-François Vézina, qui est psychologue, auteur des Hasards nécessaires. Bonsoir. Bonsoir. Et Jean-Christophe Ruffin, qui lui est médecin sans frontières et écrivain. Jean-Christophe Ruffin, bonsoir. 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 Jean-Christophe Ruffin est de passage à Montréal, mais c'est avec Daniel Bélanger que nous commençons cette émission. Daniel Bélanger, bonsoir. Bonsoir. Alors donc, lancement hier soir oui. du nouvel album Rêver mieux. Oui. Et c'est vrai ça que vous ne l'avez jamais chanté encore? Aucune chanson? Oh non, c'est vrai, je ne voudrais pas compter de mensonges. Ouais. Est-ce que c'est important pour vous de chanter pour la première fois en public? Ça représente quelque chose, oui. Et même si on ne veut pas, même si on n'est pas superstitieux, même si... oui, ça représente quelque chose. Oui. C'est le départ de quelque chose. Oui. Même si on n'est pas superstitieux. Est-ce qu'on est superstitieux quand on est musicien? Non, pas tant que ça. Pas autant que je pensais que j'allais l'être. Quand est-ce que vous pensiez ça? Avant, parce qu'on entendait parler que les musiciens avaient des rituels avant les spectacles. Oui. Moi, j'ai aucun rituel. Sinon, de prendre une bonne douche avant d'aller faire des vocalises. Vous avez l'air du musicien le plus calme, le plus équilibré, le plus serein et le plus normal. Sex, drug and rock and roll, ça n'a pas l'air d'être... Je vais me faire mentir parce que votre table, elle vient d'être shootée et puis les odeurs sont très... Je sais, la table pue. Je me demande, je vais toffer jusqu'à la fin. Imaginez-vous, moi je passe toute là ici. J'ai essayé d'idée de la lave-jarrette. Puis j'avais vraiment insisté pour qu'elle soit nettoyée, tu sais, ouais. embellie. Je croyais qu'en tout cas, il y avait une table de répète avant, puis je disais, elle était en bois. Oui. Mais là, c'est fort, c'est très fort. Mais ça va, ça va très bien. Daniel, la première rencontre avec votre voix, votre voix qui est si caractéristique. Racontez-moi la première rencontre avec votre voix. Le premier jour, c'est quand je suis né, mais après ça, vraiment, pour vrai, c'est un soir de gala du Journal de Montréal, au Spectrum. Et ça faisait 2-3 ans que je chantais dans le groupe Humphrey Salade. Et je me débrouillais tant bien que mal jusqu'à ce gala. Et puis à un moment donné, je crois que c'est la nervosité qui a fait en sorte que j'ai chanté comme probablement les profs de chant vous le montrent à le faire, avec le diaphragme. Et là, ça s'est mis à sortir facilement. Et je pouvais faire, pas tout ce que je voulais, mais j'ai découvert que c'était plus intéressant de chanter que de jouer n'importe quel instrument de musique. Mais ça a été quoi, comme une révélation? Oui, oui, vraiment un buzz comme ce soir avec votre table. Ouais. Vous ne saviez pas que vous aviez cette voix-là? Non, mais j'en voulais une voix. Oui. J'avais appliqué pour. OK. Et je travaillais fort pour en avoir une. Mais qu'est-ce qui est arrivé ce soir-là pour qu'elle sorte? Je ne sais pas. Je ne sais pas. J'ai pas fouillé. Mais probablement la volonté très, très forte de vouloir chanter comme je rêvais de chanter. Oui. Mais c'est pas seulement une voix, c'est un style aussi, c'est une manière de chanter. Ce qui est drôle, c'est qu'on finit par avoir une voix à force de chanter, de pratiquer, et puis il faut pas que ça... Il faut se trouver. La voix est quelque chose de très intime. Il ne faut pas que ça soit... mon travail était de faire en sorte que ce soit pas une imitation, que ce soit pas maniéré, que ce soit pas moi. Alors j'essaye de me trouver avec ma voix. Alors, donc, en 86, vous étiez quoi? Un drop-out? Hein, ça, vous ne vous cachez pas de ça? Vous êtes un drop-out de l'école? Oui. Quelqu'un qui n'était pas heureux à l'école? Non, quelqu'un sur qui ça n'a pas marché. Oui. Ouais. J'étais relativement révolté, c'est-à-dire que j'aimais pas l'école. Et j'aimais pas l'école non plus. C'était pas joli. C'était le début des polyvalentes, je crois, en des années 70. Il n'y avait pas de fenêtre, il n'y avait rien. Ouais. Tout ce qu'il y avait, on attendait. Le début des cours, 10 minutes avant que ça commence, et on se prenait un petit fil de tapis. Et on tirait le fil de tapis, et on faisait des boules. Ce qui fait qu'on se retrouvait avec des longs couloirs sans tapis. Est-ce que ça a été un geste de courage pour vous de laisser l'école? De liberté, en tout cas. C'était une première prise de... Oui, je me disais, là,
Aussi, moi, je me souviens que j'étais dans la cour d'école à travers la clôture Frost. Je regardais les voitures passer. Je disais, quand je vais être grand, je vais être dans les voitures. Ouais. Comme mon père. Oui. C'était Ouais. ça que vous voyez comme avenir? Non, non, comme moi, je voulais que ce soit. Comme je voulais m'inventer. Ouais. M'inventer, on s'invente soi-même. Ouais. Quoi que oui. Alors, je veux entendre parler d'une autre révélation. C'est dans une voiture de votre père, j'imagine, du garage de votre père. Vous écoutez Roxane, Ah Sting. non, c'était dans un centre d'achat du West Island où je passais la plus claire de mon temps. À Dorval. J'étais dans la grosse parisienne Vous étiez quoi, une 77. sorte de bombe ou vous étiez comment dans ce J'étais temps? rien. Ben, dans le sens rien, où je me sentais pas, j'avais pas l'impression de faire partie d'aucun groupe, d'aucun, surtout quand on lâche l'école. Moi, mon école, tout le périphérique, tout le parascolaire, j'aimais ça. Alors, quand j'ai lâché l'école, je me suis rendu compte que j'avais lâché ça aussi. Alors, je me suis retrouvé assez seul, sans nouvelles du monde, parce que la roue continue de tourner. Alors là, je me suis retrouvé seul, mais pas découragé. Et ben là, j'étais allé me chercher une job, je crois, au United Cigar Store, dans le centre d'achat à Dorval, où une amie travaillait. Elle m'a dit, ils ont besoin de quelqu'un à l'aéroport de Dorval. Et quand je suis revenu de là, je suis entré dans la voiture, dans une parisienne noire, et j'ai entendu The Police pour la première fois. Et c'était vraiment pour moi une révélation. Alors, mais la chanson Roxanne était très forte parce que c'était spécial. Et donc, dans la semaine, je me suis fait couper les cheveux, puis là, ça a changé ma vie. Mais pourquoi la Mes chanson? parents ont dit, tu vas pas se faire couper les cheveux. Oui, à cause de Roxanne. Mais pourquoi Oui. cette chanson-là a Je sais provoqué pas, ça? je sais pas. Comme d'autres, les Beatles, comme... Je sais pas pourquoi. Puis là, c'est là que vous avez eu la vision, l'appel, je vais être un chanteur, je vais écrire mes textes. Je l'avais déjà, mais c'était flou. Je voulais faire de la musique. Je savais pas que j'allais être auteur-compositeur. J'étais pas très clair. C'était assez flou, c'était assez géré, franchement. Mais j'étais heureux, mais sans but précis. Et travailler dans un hospice. Oui. Oui, travailler dans un hospice. Vous Oui, avez j'ai fait ça aussi? Oui, j'ai fait ça. Oui. Quelques années. Comment est-ce qu'on fait pour nettoyer un vieillard, pour laver un vieillard? Arrêtez, vous. Vous le savez, vous. Une Allez chercher personne- des barbouillettes, je vais vous le montrer comment on fait. Vous pouvez faire ça très bien. Oui, je peux le faire. Oui, Oui. oui. J'ai eu beaucoup de plaisir à le faire. Oui, c'est Ah, ça. Vous, oui. vous êtes donné, vous Non, avez mais- du cœur, vous, quand même. Oui. Hein? Non, mais dans le sens que c'était déjà difficile pour eux d'être là. Je sentais que c'était difficile d'être là. C'est pas rose, là. Oui. Du coup, je suis dans un centre d'achat, là. Les gens rentrent dans votre chambre sans cogner. Il y a des néons au plafond. Oui. Ceux qui arrivent là, sains, on les voit en dépérir, on les voit aller prendre le train à l'ascenseur, au lieu de prendre l'ascenseur. Oui. Mais heureusement, je travaillais avec du bon monde. Du monde qui approchait ça, ce métier-là, avec humour. Et j'ai appris beaucoup de ces gens-là. Oui. Parce que c'est pas facile, c'est vrai que c'est pas facile, mais il restait quand même de l'humour à travers tout ça, étrangement. Et qu'est-ce que vous pensez si vous regardez votre parcours à vous, là, comme un parcours de musicien, puis de quelqu'un qui arrive à faire ce qu'il veut dans la vie, parce que vous faites vraiment ce que vous voulez. Oui. Ça, aujourd'hui, on peut dire que vous faites vraiment ce que vous voulez. Oui. Ouais. Le chemin que vous avez pris, là, si vous le regardez, moi, je magasine un peu dans votre parcours, mais si vous le regardez, c'est quoi? C'est un chemin qui en vaut un autre ou c'est un chemin qui, Oui. qui pour vous, Bien, j'en fait suis que- content. Je suis content de ne pas avoir gagné ma vie tout de suite avec ça, ce métier-là. J'en vois d'autres, j'allais dire d'autres bébés gâtés de ce métier-là qui ne savent pas. Il y a des journées comme hier, c'était le lancement. C'est vrai que c'est difficile, mais je travaillais plus fort ailleurs, au centre d'accueil, par exemple. Je faisais remarquer, là, c'est pas pour faire de l'effet, mais c'est sûr que quand on prépare un mort, un vieux qui est mort, juste avant de commencer à travailler, et c'est vous qui le préparez, qui le mettez dans le sac de plastique, puis en naïf que vous êtes, vous laissez un petit espace pour qu'il respire. Ça a été plus dur pour moi. Ça s'est fait dans l'humour encore, mais pour moi, ça a été plus dur que les lancements. Oui, qu'un lancement où je travaille fort, où je parle, c'est pas pareil. Alors, la sérénité que vous avez aujourd'hui, c'est peut-être la sérénité de savoir que vous êtes à la bonne place, puis de ne pas questionner, de pas questionner des choix qui ont été faits Je une crois fois que je pour fais un long toutes. voyage. Maintenant, je sais où est-ce que je veux vivre. Ouais. Là, on va vous demander de chanter, donc, cette chanson. Vous l'avez répétée, mais répétée, Jusqu'à pas temps que je m'en ordinaire. souvienne plus. Il était en bas au sous-sol des Bobards tout à l'heure, dans un coin caché, puis il est encore en train de Ouais. répéter.
Est-ce que vous êtes un vrai perfectionniste? Non, c'est juste que je m'en souvienne. Parce que j'aurais le même problème avec s'acheter fleurs. Ouais. C'est pas parce que je la sais que je m'en souviens. Oui. C'est mon problème. Mais je pense que vous êtes quand même un perfectionniste. Non, si vous avez pris 5 ans, par exemple, à sortir un album... Mais ça n'a pas pris 5 ans à le faire quand même. Oui. Ça a pris 9 mois, ce qui est à peu près ordinaire dans les productions ici. Mais c'est pas 5 ans à y penser. J'ai fait d'autres choses aussi. Oui. Alors, qu'est-ce que vous pouvez me dire sur la chanson qu'on va entendre, là? Seigneur. C'est le premier extrait. Oui. C'est ce qui a donné le titre à l'album. Oui. Est-ce que c'est la chanson dont vous voulez qu'elle porte l'album? Vous avez donné au titre En fait, à l'album elle le ressemble titre? à l'album. Oui, c'est ça. Le titre, c'est vraiment rêver mieux, c'est-à-dire tout faire en sorte pour qu'on rêve bien. Et aussi souhaiter mieux. Mais ça, c'est après coup. Hein. On s'en rend compte après, qu'est-ce qu'on a fait. Oui. Un peu après, comme un mariage. Hein. Alors là, on va entendre la voix d'un gars qui a respiré l'odeur de je sais pas quoi qu'ils ont mis sur la table, Exactement, qui a Madame vécu Charette. une expérience de révélation au Spectrum en 86 et qui a entendu Roxane dans le centre d'achat, dans le United Cigar Store. Ouais. Et ça va donner ce qu'on va entendre ici. Là. Je suis complètement psychédélique. C'est vrai. maintenant. Daniel, on s'arrête le temps d'une pause. Au retour, Daniel, et croyez-moi, pour l'avoir entendu répéter plusieurs fois cet après-midi, je peux vous dire que c'est vraiment beau. On vient avec Daniel Bélanger tout de suite après la pause. Le sous-titrage de cette émission vous est présenté par la Banque nationale. Vous désirez ce qu'il y a de mieux? Nissan vous offre le meilleur. La Sentra 2002, la plus populaire, la plus vendue des Nissan. Proclamée meilleure. Les médecins sont-ils en train de se faire acheter par les compagnies pharmaceutiques? Zone libre, vendredi 21h. Alors voilà, Daniel Bélanger maintenant pris place. Comme je vous le disais tout à l'heure, il va interpréter, et je le souligne, pour la première fois dans l'histoire de ce nouveau disque de Daniel Bélanger, il interprète pour nous, c'est une primeur absolue, la chanson titre de l'album « Rêver mieux », Daniel Bélanger. Tu me demandes qui je suis. Je suis de n'importe où. Tu me demandes où je vais. Je vais très bien. À question idiote, réponse idiote, apprends la leçon. Tu me demandes combien je fais. Je fais de mon mieux. Et ce mieux, combien c'est? Ce mieux est juste parfait. Tu veux trop savoir tout sur moi. Tu dois avoir ce que je n'ai même pas. Alors va-t'en, va-t'en. Tu ne demandais qu'une épaule pour t'appuyer dans mon lit, dans tes bleus. Moi c'était facile dans ma tête, je pouvais dormir et peut-être rêver mieux. Rêver mieux. Tu me demandes comment je vais. Je vais dans une vieille auto. Tu me demandes où j'irai. J'irai là où il fait chaud.
chaud qu'en hiver, loin du polaire, avec en mon cœur des êtres chers. Mais tu me fais parler, arrête. Tu ne demandais qu'une épaule pour t'appuyer dans mon lit, dans tes pleurs. Moi c'était facile dans ma tête, je pouvais dormir et peut-être rêver mieux. Tu ne demandais qu'une épaule pour t'appuyer dans mon lit, dans tes bleus. Moi c'était facile dans ma tête, je pouvais dormir et peut-être rêver mieux, rêver mieux. Merci. J'aurais envie de dire, on recommence, on la joue. Parce qu'après-midi, c'était mieux parce qu'on la réentendait plusieurs fois. Alors, on va remercier les musiciens, c'est-à-dire Alain Quirillon à la batterie et Carl Bastien, qui est aussi le co-réalisateur de l'album, qui était au clavier. Et puis moi, je vais montrer la pochette du CD, qui est de votre cru. C'est vous, ça? Oui. oui, tout à fait. Je pensais que vous alliez dire autre chose. Non. Daniel, j'aimerais vous faire lire quelque chose. C'est pas vrai. Oui, j'aimerais vous faire lire la page 71, qui suit la page 38. Juste avant 134. Oui, alors j'aimerais bien que vous lisiez pour nous la page 71. 71. Si vous croyez que c'est facile d'exercer ce métier, métier sans horaire fixe, sans sécurité, facile ces meetings jusqu'aux petites heures, c'est qu'on sert dans la fumée de cigarette ces chansons qui ne sont pas encore écrites. Si vous croyez qu'il est facile de toujours être en voie, de prendre soin de sa santé lors des tournées interminables, les dîners de politesse et le reste et le reste. Si vous le croyez, ne vous détrompez pas, vous avez parfaitement raison. Ouais. Donc, c'est un métier, quoi? Facile et difficile en même temps? Oui, absolument. Ça dépend des humeurs, comment on se lève le matin. Qu'est-ce qui est arrivé le 26 décembre 1961? Je suis né. Oui. Oui. Pour la première fois. Pour la première fois. Oui, c'est une date que vous teniez à souligner. Ben, c'était pour confondre encore plus. Pour confondre les gens encore plus. Qu'est-ce que vous... Ben, parce que c'est comme un jeu. Oui. Oui, c'est un jeu où il n'y a pas de règlement. Il n'y a pas de... on ne sait pas comment faire. On lit... on peut lire dans le désordre, dans l'ordre. Moi, j'aimerais que vous me parliez de votre frère Michel Bélanger. Oui. Oui, votre frère Michel. Alors, il est quoi? Il est le PDG d'Audiogramme? Président, directeur général d'Audiogramme. Il est mon directeur artistique. Il est mon frère depuis que je suis né. Oui, depuis le 26 décembre 1961. Oui. Oui. Et un confident, quelqu'un de très important dans ce que je fais. Un mentor? Oui. En fait, ce que je fais est beaucoup le fruit de beaucoup de discussions depuis que je suis tout petit avec lui. Et on parle de musique, lui aussi, il aime la musique. Il aime construire ici la musique. Donc, on est bien en ce moment. Ouais. Donc, tous les deux, quand vous étiez jeunes, vous étiez amoureux de la musique. Oui, vous aviez le talent, puis lui, il avait le sens de mettre en valeur le talent des autres. C'est un directeur artistique. Je vais raconter quelque chose qui ne sera pas content, je raconte. Mais quand on était petit, on couchait dans le sous-sol, on était 3 gars, donc on couchait tous les 3. Et il y a un moment donné où ma mère n'en pouvait plus, il fallait faire le ménage. Puis là, elle disait, là, aujourd'hui, vous faites le ménage. Et donc, il disait, d'accord, on va le faire, Daniel et moi. Et il prenait la guitare, et il inventait un country, un western, et il disait, il y a un petit bas qui traîne juste à côté du lit. Alors là, moi, je partais, j'allais ramasser le bas. Et là, il m'exploite depuis ce temps-là. Hein. Ouais. C'est intéressant de voir ce qui vous a amené où vous êtes quand même. Le ménage a été important dans nos... Dans votre affaire. Est-ce qu'on peut dire, tu sais, les gens jaloux pourraient dire, oui, on le sait bien, lui, il a toute la liberté qu'il veut, il peut faire ce qu'il veut. C'est son frère qui est président de la compagnie. Et ils ont raison. Quelle concession vous n'avez pas eu à faire à cause de ça? Bien, ça a été difficile, hein? Il a signé d'autres artistes avant moi. Oui. Oui. On s'en est déjà parlé. C'était frustrant aussi. Je voyais mon frère qui avait son label et je ne voyais pas comment je pouvais travailler
ailleurs que chez Audiogramme. Mm. À un moment donné, il n'a pas eu le choix, mais c'est-à-dire que lui aussi, il m'a laissé aller, puis il m'a laissé développer comme il me laisse développer, aujourd'hui. C'est lui Puis à un qui a moment eu donné, confiance en vous, en fait. Oui, il avait confiance en moi, j'avais confiance en lui, mais les deux ensemble, on n'avait pas confiance. Qu'on allait... Dans d'autres choses que du ménage. Ben oui. Non, mais c'est qu'on n'avait pas confiance, qu'on avait peur de ne pas être crédible de son côté comme du mien. Ouais. Vous avez eu 2 filles. Oui, Est-ce que j'ai encore. Est-ce qu'elles font le ménage? Très peu, ouais, non, pas beaucoup. Mm. C'est plate, le ménage. Qu'est-ce qui vous rend heureux dans la vie? Tout et rien, et c'est jamais la même chose. C'est à chaque jour autre chose que la veille et autre chose que le lendemain. Ça a l'air épouvantable, mais c'est très agréable. Qu'est-ce que ça veut dire, la menace de l'obésité pèse, 3 janvier 99? Attendez que j'y passe. Je te dis, il faudrait... C'est un jeu de mots bête. Je sais pas, le lendemain de jour de l'an, on a trop mangé. Sûrement, oui. Oui. Mais c'était ça a marché la table, je m'excuse. C'est à moi de vous parler? Oui. C'est un jeu de mots tout simple, tout bête. Alors tout ça, là, ce livre ici, c'est des jeux de mots. Oui, Tout ça, c'est un jeu que j'ai pris au sérieux. Oui. Oui, oui. Et puis, Mais c'est le fruit de plusieurs collaborateurs aussi. est-ce que les autres l'ont pris au sérieux aussi? Je ne sais pas. Je sais pas. On m'en parle en bien. On m'en parle des fois, on m'en parle en bien. On pense qu'en parlant bien, mais ça me fait tout drôle. Genre, puis on aime bien se lever aux toilettes, par exemple. C'est supposé être un compliment. Mais bon, c'est un compliment, j'imagine. Aimez-vous Si ça? je peux aider les gens. Ah oui. dans Vous dans me comprenez? toutes leurs activités. Oui, oui, exactement. Et Aimez-vous ça, personnel. être une vedette, vous? Ça dépend des jours. Oui. Il y a des jours où... il y a des jours, et ça dépend avec qui aussi. J'aime pas être une vedette quand quelqu'un dessous vient me voir, par exemple. Parce que, d'abord, quelqu'un dessous, c'est dur à gérer. Et en plus, quand il vous reconnaît, il vous lâche plus. Oui. Et puis, il appelle tout le monde, en plus. Il appelle tous ses chums. Ah non, tout fais-y. Il y a d'autres fois... mais en général, j'aime ça. Comme c'était assez... c'est un succès qui est venu sur le tard. Oui. Je ne l'ai pas eu à 20 ans, alors j'ai eu le temps d'y penser au succès. Croyez-vous au hasard? Oui. Vous devez. Oui. Oui. Mais ça, c'est arrivé par hasard, non? Oui, j'avais ça dans mon ordinateur. J'avais dessiné ça. Et puis, c'était pas supposé être pour la pochette. Et puis, un jour, je l'ai montré, on était en réunion, en train de chercher la pochette. J'ai montré ça vraiment à tout hasard. Je l'ai montré, ils m'ont dit que ça me ressemblait. Il y a quelqu'un qui vous a reconnu, là. J'ai été flatté. Et puis, j'ai dit, c'est peut-être la tête qui me ressemble. Assez... Ouais. Vous n'avez pas eu envie de mettre votre vraie tête sur la couverture Non, du pas du CD? tout. Je vois pas comment ça aurait pu... Meilleur que ça. Meilleur que ça. Oui. Daniel Bélanger, si vous voulez, on s'arrête. Je vais vous présenter un spécialiste des hasards. Oui, Oui. avec plaisir. Oui. Alors, on s'arrête le temps d'une pause. Daniel Bélanger reste avec nous. Au retour, Jean-François Vézina, auteur des hasards nécessaires. On vient tout de suite. De Daniel Bélanger. Oui, j'apprécie beaucoup Daniel Bélanger. Et comme par hasard, pendant que Daniel Bélanger nettoyait des patients, ou nettoyait des gens, moi, je nettoyais des planchers dans un hôpital. Et je rêvais ma vie en écoutant du Daniel Bélanger, notamment. Et on s'est déjà rencontrés Ouais. il y a 3 ans au D'auteuil. Je faisais la tournée Seul dans l'espace. Et puis, on s'était parlé à la fin d'un spectacle. Ouais. Alors, pourquoi est-ce que vous vous êtes à ce point-là intéressé au hasard? Mais tout à l'heure, on parlait de la voix VOIX. On peut parler de la voix VOIE. En fait, il y a comme des éléments qui nous poussent dans une certaine direction. Daniel Bélanger parlait tout à l'heure de sa rencontre avec Roxane.
il y a des moments comme ça où il y a des rencontres qui se font et qui comme donnent une direction à notre vie. Est-ce que cette Et donc, rencontre avec Roxane, c'est une rencontre de on synchronicité? pourrait parler de synchronicité, c'est-à-dire en termes de bon timing. Je ne sais pas si 3 semaines avant ou 3 semaines après, ça aurait eu le même impact. À ce moment-là, il y avait une disponibilité pour justement s'en aller dans une direction. Ce qui est intéressant, c'est la révélation. Le mot que Daniel a utilisé, c'est une révélation. Ça fait comme, ah, il y a comme un éclair qui se fait. Et donc, ça se fait, quand je parle des rencontres dans mon livre, ça se fait avec des gens, mais ça se fait avec des idées, ça se fait avec des chansons, ça se fait avec des films aussi. Donc, à certains moments, il y a des rencontres comme ça qui se font, comme mystérieusement. Oui. Et là, je joue sur le paradoxe, les hasards nécessaires. Moi, je crois que le hasard, il est nécessaire. Hein, quand on parle de la création, tout à l'heure, on parlait de la pochette. C'est arrivé un peu par hasard, mais ça donne quelque chose de beau. Hein, le hasard peut, lorsqu'il s'organise, donner quelque chose de beau. On a tendance à organiser un peu trop nos vies, je crois. Et on ne laisse pas assez de place au hasard. Mais lorsqu'on laisse de la place au hasard, on se rend compte qu'il peut faire de très, très belles choses. Alors, on est trop contrôlant avec nos Voilà. vies, en fait. Exactement. On est trop contrôlant. Par exemple, dans le biais des rencontres, moi, c'est donc dans les rencontres. Comment de fois on se programme pour avoir les rencontres qu'on veut. Hein. Donc, alors qu'on sait que ça arrive bien souvent, un petit détail, une rencontre, donc qu'on voit quelqu'un et ça change notre vie. Oui. Quand vous dites le hasard est le meilleur ami du musicien, Oui, en fait, oui. c'est Miles Davis qui disait, beaucoup de musiciens le disent, il n'y a jamais d'erreur en musique. Non, il n'y a que des essais. Et Oui. à un certain moment, il y a des beaux essais. Quand je parle du hasard, on peut associer le hasard avec le mot chaos aussi. Je m'intéresse beaucoup au chaos dans ce livre-là. Le chaos, c'est un bâillement. Si on voit l'étymologie du mot chaos, c'est un bâillement. On peut dire que lorsque notre vie s'ennuie, lorsqu'il y a une espèce d'ennui, il y a des bâillements chaotiques, Oui. des ouvertures. Et donc, à un certain moment dans la création, il y a une ouverture qui se fait, il y a un flash qui se fait, et là, il y a une piste qui s'installe. À toi, Joli Chaos, ce livre-là, d'ailleurs, vous avez fait une pagination absolument absurde et insupportable quand on veut se servir de la table des matières. Moi, je voulais lire le texte sur les grenouilles. Ça prend la journée de trouver. Lisez-le, oui, souvenez-vous-en, parce que je Mais peut-être vous pas avez retrouver. fait une dédicace à toi, Joli. Qu'est-ce que ça représente pour vous, le chaos? La liberté, et puis être à l'écoute de tous les hasards, oui, justement. Oui, oui. En fait, c'est très déstabilisant, mais il vous arrive souvent des surprises rassurantes qui vous rassurent sur vous-même. Oui, Exactement. ça correspond à ça. Exactement, Oui. c'est toute la démarche que je poursuis dans le livre. Alors, votre démarche, c'est quoi? C'est d'amener les gens à être plus attentifs à ce que normalement on ne verrait pas dans sa Voilà. vie? Ouais, parce qu'habituellement, en fait, on peut dire que le processus de rêve, on parle beaucoup de rêves ce soir, habituellement, l'inconscient communique avec nous par le biais des rêves la nuit. Et ce qu'on se rend compte par le biais de ces rencontres-là, c'est comme si le message passait dans la réalité par le biais d'une rencontre. Je peux peut-être donner un petit exemple Oui. d'une coïncidence dans ce genre-là. J'ai quelqu'un à Québec qui voulait ouvrir un bar. Elle s'appelle Lise. Elle voulait ouvrir un bar de chansonniers. Les gens lui disaient, mais si tu veux ouvrir un bar, il faut absolument que tu aies une grande première partie, dont notamment, il faudrait que tu invites Félix Leclerc ou il faut que tu fasses un événement médiatique. Cette personne-là essaie de travailler pour avoir Félix Leclerc, pas capable de l'avoir. Un certain soir, elle prend sa voiture comme ça. Elle prend sa voiture, c'est en plein hiver, il y a une tempête. En face d'elle, une voiture sort de la route. Qui c'était? Félix Leclerc. Et à partir de là, Félix Leclerc fait l'ouverture de son bar Oui. et cette dame-là peut débloquer son projet. Et là, il y a quelque chose qui se transforme. Oui. Vous n'avez pas peur de toucher à ça, qu'on vous trouve un peu farfelu ou pourquoi évacuer le farfelu de nos vies? Oui, Le farfelu fait partie de la vie aussi. le farfelu fait partie de la vie. Oui. C'est les jeux. Hein, le mot hasard, c'est jeu de dés. C'est un mot arabe qui veut dire jeu de dés. Pourquoi ne pas jouer avec ces événements-là? Moi, j'essaie d'avoir une démarche sérieuse. J'ai une préface de Michel Cazenave, qui est directeur de production sur France Culture, qui a fait un livre avec Hubert Reeves sur le thème de la synchronicité. Bon, moi, je ne pense pas à une démarche farfelue. Mais je prône pour de la créativité et je prône pour une ouverture et une disponibilité à ces événements. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un besoin de confiance pour être réceptif Ça, c'est la au hasard? superstition. C'est la superstition, ça, ce besoin de confiance. Par exemple, si je ne sais pas si la personne qui est en face de moi, c'est la bonne personne, je vais compter les feuilles de marguerite sur une feuille. Je vais faire attention. À mon premier rendez-vous, je ne marcherai pas sur les lignes du trottoir. Ça, c'est de la superstition, c'est pas de la synchronicité. Pourquoi est-ce que la synchronicité intéresse tant les psychanalystes en ce moment, ou les psychologues? Il y a beaucoup de livres en ce moment. Votre Oui, livre oui. s'inscrit dans un. Il y a quand même dans la littérature, là, on en retrouve beaucoup de livres sur la synchronicité en ce moment. En fait, c'est qu'on se rend compte que l'inconscient est beaucoup plus vaste que l'inconscient personnel. Le début du siècle, tout le siècle dernier, avec Freud, on travaillait l'inconscient personnel, on se rend compte que l'inconscient est beaucoup plus vaste.
Et donc, c'est dans les démarches d'essayer de voir justement les manifestations de l'inconscient de façon beaucoup plus large que ce qu'on voit actuellement. Donc, effectivement, il y a un intérêt, mais je dirais qu'il n'y a pas un intérêt toujours sérieux. Je parlais de farfelu tout à l'heure. Je pense qu'il faut s'ouvrir à ces petits hasards-là, mais je pense qu'il y a quand même possibilité de faire une démarche sérieuse par rapport à ces démarches. Il y a des situations moins favorables aux farfelus, par exemple, ou quand on est dans la mer du Coco. Et, je ne sais pas, il y a des situations difficiles là, où on est en état d'urgence tout le temps. Il faut nourrir les enfants, il faut les... Et là, autrement dit, moi, je ne donne pas de trucs miracles par rapport à cette démarche-là. Je crois que c'est un peu ce qui caractérise la démarche Nouvel Âge, c'est de donner des réponses à toutes les questions. C'est un livre qui pose beaucoup plus de questions qu'il apporte des réponses. Quelle chanson vous préférez de Daniel Bélanger? Respirer dans l'eau. Respirer dans l'eau, j'écoutais ça à Prague, sur le bord de la Vltava, avec une brume. C'est le genre de pièce qu'on n'oublie jamais. Est-ce qu'on va dire que c'est une synchronicité? Est-ce qu'on va dire que c'est une synchronicité, le fait que Daniel Bélanger rêve d'habiter au bord de l'eau et qu'il a besoin de voir de l'eau et que vous écoutiez ça au bord de l'eau? Peut-être pas nécessairement. Ça, on pourra s'en parler. Merci beaucoup d'être venu nous voir. Alors, écoutez, peut-être qu'un autre hasard permettra que... Alors, vous avez déjà 2 hasards. En principe, vous en aurez peut-être d'autres. Alors, l'album de Daniel Bélanger, je le rappelle, s'appelle « Rêver mieux ». Il était lancé hier soir. Les hasards nécessaires sont publiés aux Éditions de l'Homme de notre invité, Jean-François Vézina. Et on va permettre maintenant, on va garder Jean-François Vézina sur le plateau, mais nous allons libérer Daniel Bélanger parce qu'il doit courir au Spectrum, puisqu'en ce moment, au Spectrum, alors si vous avez envie d'aller le rejoindre, au Spectrum, il y a un spectacle, c'est une initiative de Paul Piché, en fait, qui voulait aider les médecins du monde qui partent en Afghanistan, dans les camps de réfugiés. Alors, je pense qu'il a téléphoné à ses amis musiciens et plusieurs ont répondu à l'appel. Alors, ils sont là en ce moment même au Spectrum et l'argent qu'ils pourront ramasser iront à Médecins du Monde et à l'équipe du Dr Thomas. Et tout de suite, Daniel Bélanger s'en va les rejoindre. Merci beaucoup. Qu'est-ce que tu vas chanter, Daniel? Sortez-moi de moi. Sortez-moi de moi. C'est bien. Merci beaucoup, Daniel. Merci à vous. Merci. Alors, Jean-François Vézina, on vous garde avec nous sur le plateau. On vient tout de suite. On vient tout de suite. Qui a beaucoup de chapeaux et c'est quelqu'un qui réussit plusieurs choses et qui a un parcours tout à fait étonnant. Alors, il est médecin, psychiatre, je pense, bonsoir Jean-Christophe Ruffin, psychiatre de formation, médecin pour vrai, Médecins sans frontières. Vous avez même été vice-président déjà de l'organisme Médecins sans frontières, toujours conseiller auprès du gouvernement français. Et à travers tout ça, vous êtes allé sur le terrain souvent et dans plusieurs pays, dont l'Afghanistan, dont j'aimerais qu'on parle. Vous avez décidé d'écrire. Ça a été des romans, ça a été des essais. Et ça, alors j'espère que vous êtes un aussi bon médecin qu'écrivain. Parce que, alors là, et puis vous êtes vraiment reconnu hein, comme écrivain. Non, mais c'est quand même quelque chose. Alors, vous êtes en lice en ce moment pour votre roman le plus récent que vous venez présenter, Rouge Brésil. Vous êtes en lice pour le Goncourt. Vous avez déjà reçu le Goncourt du premier roman pour l'Abyssin, plus le prix Méditerranée, plus le prix interallié pour les causes perdues, plus le prix Jean-Jacques Rousseau, puis je vais arrêter après, là, pour les dictatures libérales. Non, mais quand même, est-ce que vous êtes un aussi bon médecin qu'un bon écrivain? Il faut demander à mes malades. Moi, quand j'étais là, j'ai un peu suspendu mes fonctions à l'hôpital, mais quand je faisais ma visite le matin, vous savez, avec les internes, tout le monde, dans les chambres, en général, je donnais des prescriptions, puis j'essayais d'être un petit peu sérieux. Puis les patients, à ce moment-là, au moment où je sortais, ils ouvraient la table de nuit, ils sortaient un roman, puis ils me disaient « Docteur, vous ne pouvez pas nous le dédicacer aussi ?» Il y a un peu les deux. Je ne sais pas, en tout cas, bon, ce qui est sûr, c'est que pour moi, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire qu'écrire des livres et faire de la médecine, c'est un peu exercer le regard, si vous voulez. C'est une forme de... Il y a une continuité, je ne sais pas pourquoi. Tout le monde m'a dit, mais c'est deux métiers très différents. Moi, je ne trouve pas. D'ailleurs, en fait, quand j'ai choisi la médecine, je l'ai choisi avec l'idée des médecins humanistes. Vous savez, il y a une grande tradition des médecins écrivains, je veux dire. Mais sauf que maintenant, c'est un métier qui est assez technique. Alors,
On a un peu oublié ça. Mais c'est vrai que vous vous inscrivez dans une tradition. Moi, j'aimerais vous demander, Daniel Bélanger vient de quitter les Bobards parce qu'il s'en va au Spectrum pour présenter donc une chanson dans le cadre d'un spectacle bénéfice pour aider Médecins du Monde, qui est un peu le pendant de Médecins sans frontières, à une opération auprès des réfugiés en Afghanistan. Qu'est-ce que vous pensez, honnêtement, là, quand vous entendez ça, vous vous dites, ça vaut la peine, ça vaut pas la peine, l'argent, ça sert à rien, l'argent se rend pas aux bonnes personnes. Qu'est-ce que vous croyez? Non, l'argent qui va aux ONG, aux associations qui travaillent sur le terrain, ça, je crois qu'il n'y a pas tellement de doute à avoir sur leur utilisation, en particulier Médecins du Monde, que je connais bien, et d'une transparence totale, donc ça, c'est pas le problème. Le problème avec l'Afghanistan, c'est plutôt le mélange des genres, c'est-à-dire que les parachutages de bombes et de colis en même temps, là, ça pose un peu des problèmes. Ça s'est vu souvent, ça? Oui, c'est une tendance, malheureusement, qui est un peu une tendance constante ces dernières années. Déjà, l'OTAN, au Kosovo, nous avait un peu inquiétés, parce que, si vous voulez, moi, j'ai des souvenirs, en Albanie, de réunions des représentants de l'OTAN, qui étaient des militaires américains en treillis. Alors, il y en avait deux qui étaient absolument pareils. Il y en avait un qui était de Fighting Branch et l'autre qui était de Humanitarian Branch, vous comprenez? Alors ça, évidemment, c'est un peu compliqué parce que pour nous, on a du mal à s'imaginer un humanitaire en treillis. Ça pose des problèmes depuis Henri Dunant, depuis la Croix-Rouge. Pour nous, l'humanitaire, c'est quand justement les belligérants sont mis à l'écart. C'est-à-dire que c'est ça la grande invention de l'humanitaire moderne. C'est l'idée que la victime n'appartient pas à un camp, qu'il faut être neutre pour la secourir. Alors tout ça, c'est ça qui pose problème. Donc je crois qu'au contraire, il faut aider les associations en ce moment à essayer de trouver leur place dans un système qui ne le leur donne pas. Parce que sur l'Afghanistan, en ce moment, entre, si vous voulez, les talibans d'un côté, qui se protègent quand même assez largement en retenant la population civile, hein, parce que c'est quand même ça qui se passe. Vous dites qu'il y a un risque qu'ils prennent la population civile en otage. Bah oui, qu'est-ce que ça veut dire, prendre la population civile en otage? Vous savez, on observe ça un peu partout. Quand vous avez un camp de réfugiés dont vous vous occupez, il faut toujours se battre pour que les militaires du coin ne viennent pas mettre une batterie de DCA à côté, parce qu'évidemment... C'est quoi ça, une batterie de DCA? Une batterie, un canon, voilà. Ouais. Parce que, si vous voulez, si on leur tire dessus, évidemment, il y a des chances qu'à ce moment-là, ça fasse des dégâts dans la population civile, et à ce moment-là, il suscite l'indignation internationale. C'est une manière de se protéger. C'est ça le paradoxe de ce monde, c'est que les civils protègent les militaires. Moi, j'ai vu ça aux Philippines. Au moment de la Révolution, il y avait deux camps militaires qui étaient en rébellion et ils étaient encerclés par des troupes et pour se protéger, ils avaient fait appel aux civils. Alors il y avait des femmes enceintes, il y avait des vieillards qui se promenaient autour de ces camps militaires pour les protéger. Parce qu'en fait, les militaires pouvaient attaquer d'autres militaires et s'ils avaient attaqué des civils, ça aurait provoqué l'indignation. D'ailleurs, c'est une technique de prise d'otage des populations civiles qu'on observe un petit peu partout. Ouais. Qu'est-ce que c'est un camp de réfugiés? Un camp de réfugiés, ça dépend des endroits. C'est-à-dire que, par exemple, en Afghanistan, enfin, à la périphérie de l'Afghanistan, il y a quand même eu 5,5 millions de réfugiés qui sont partis au moment de la guerre avec les Russes. Et les pays voisins, notamment le Pakistan, n'a pas fait de camp. C'est-à-dire que c'est plutôt des villages. C'est-à-dire que les gens ont fui, puis ils se sont installés dans des villages. C'est d'ailleurs pour ça que c'est un peu ambigu en ce moment quand on voit des émeutes, vous voyez, à Quetta et tout ça. Quetta, en fait, c'est une zone qui est pratiquement afghane. C'est-à-dire qu'il y a une telle greffe de population afghane, donc on ne peut même plus distinguer tellement. Alors, il y a d'autres pays où le camp... Alors, ça veut dire que quand on nous montre ce qui se passe au Pakistan et qu'on voit ça, c'est pas vraiment ce qui se passe au Pakistan. Il faut être très prudent parce que le Pakistan est très différent. Toutes ces régions de l'Ouest, là, et en fait, c'est des régions qui sont presque afghanisées par les réfugiés, si vous voulez. Parce que les gens sont là depuis très longtemps. Ils vivent dans ces... C'est même pas des camps, c'est des villages, si vous voulez. C'est comme... Je ne sais pas si vous imaginiez... à la frontière des États-Unis et du Québec, un passage de population qui s'installerait depuis 20 ans. Plus des réfugiés, si vous voulez. Voilà. Oui. Quand vous dites que vous vous intéressez beaucoup au choc des civilisations, en fait, on dit que vous êtes obsédé par la question de la première rencontre entre des civilisations différentes. Hein? Cet instant, c'est lire qui le dit pour vous, là, mais ça doit être vrai quand même, cet intérêt. Il n'y a pas de raison. Mais est-ce que le 11 septembre, c'était une de ces rencontres explosives entre deux civilisations? Oui, mais c'est-à-dire que moi, dans le métier que j'ai fait, c'est vrai que c'est posé pour moi, si vous voulez, toujours cette question de la rencontre, parce que c'est vrai que quand vous arrivez dans des pays... Bon, moi, mes premières missions, c'était en Éthiopie, par exemple. Ça a été vraiment un choc. C'est pas le choc de civilisation au sens d'Huntington, mais c'est un choc au sens où tout d'un coup, il y a cette découverte comme ça d'un univers complètement différent. Et c'est vrai que c'est le thème des romans, c'est le thème de mes romans, et notamment dans Rouge Brésil, je raconte un épisode qui a été complètement oublié, en fait, qui est
le fait que les Français ont en réalité dominé et conquis le Brésil à la Renaissance, notamment toute la baie de Rio. Ce pas les Portugais sont venus après. Ouais. Il y a eu une longue période française. Et là, Ils en ont laissé tomber beaucoup de choses, des Français. Ah ben là, ils ont laissé tomber, ils se sont entretués tout seuls. Non, mais pensez, on dit souvent l'Amérique aurait pu être française, Ah oui, l'Amérique du Sud aussi. Ah ben le Brésil, tout à fait. Oui. Le Brésil, tout à fait, d'ailleurs... Mais qu'est-ce qu'ils étaient occupés à faire, donc? Ils n'étaient Ah ben, pas intéressés? Non, ils se sont entretués, c'est bien simple. Ils sont arrivés, ils se sont installés sur une petite île dans la baie de Rio, au pied du pain de sucre, là, au milieu des Indiens, qui étaient des Indiens cannibales, c'était des Indiens anthropophages. Et ils prétendaient apporter la civilisation, etc. Puis en réalité, ce qui est assez étonnant dans cette histoire, c'est que, comme il y avait moitié de calvinistes, moitié de catholiques, ça se passait 10 ans avant la guerre de religion en Europe. Hein. C'est la répétition générale, si vous voulez. Ils se sont entretués sur cet îlot, ça faisait 400 mètres de long, et ils ont réussi à faire 2 camps et à s'entretuer là. C'est quand même assez fort. Ouais. D'autant plus que autour du thème de la présence du Christ dans l'hostie. C'était pas vraiment une prière. Enfin, nous, mais c'était vraiment une guerre de religion. Oui, c'était une guerre de religion. C'était une guerre. C'est, si vous voulez, mais dans la même religion, une guerre de religion dans la même religion. Voilà. Et au milieu d'une autre religion, alors là vraiment très différente, qui était celle des Indiens, parce que les Indiens qui ont disparu, les Indiens. Des cannibales, vous dites. Des cannibales, mais ils étaient surtout. Il y avait une espèce de spiritualité indienne très particulière où le sacré était partout. Il était dans l'eau, il était dans la terre, il était dans les animaux. Alors que les Français qui sont arrivés là étaient monothéistes, qu'ils soient protestants ou catholiques, avec évidemment, c'est un petit laboratoire du monothéisme. Aujourd'hui, on parle beaucoup du fanatisme religieux à travers une religion qui est assez mise en cause, qui est l'islam, mais on oublie un peu, et ça c'est une histoire qu'il rappelle quand même, que toutes les religions monothéistes ont leur noyau fanatique. Et en l'occurrence, on voit bien, enfin, moi j'ai essayé de mettre en scène sur cette petite île la mécanique du fanatisme, parce que quand ils arrivent, ils n'ont pas l'intention de s'entretuer, au contraire, ils ont l'intention de créer un espace de tolérance là. Et puis tout à coup, il y a cette mécanique de l'intolérance, du refus de comprendre l'autre, du refus du compromis, et finalement, ils s'entretuent. Alors, si vous voulez, c'est un jeu. Et là, cette mécanique, maintenant, je ramène à maintenant, elle est déclenchée, là. Oui, elle est déclenchée. Je veux dire, on en parle pour l'islam, parce que c'est l'islam qui est en question en ce moment. Mais je veux dire qu'on a vécu ça avec nos propres religions. C'est quand même très intéressant de voir que c'est beaucoup plus profond que... c'est pas un phénomène propre à une religion, c'est un mécanisme qui aussi est assez intime dans les êtres. Je crois que il faut contenir cette dérive qui est présente dans toutes ces religions monothéistes. Alors, bon, là, en l'occurrence, c'est pas très grave. C'est un épisode qui s'est terminé un peu dans le déshonneur, parce qu'il faut bien se rendre compte que les Français ont été mis dehors. Bon. Et il y en a une partie qui a choisi, c'est ça qui m'intéressait beaucoup, le côté indien. C'est-à-dire qu'il y en a beaucoup qui sont restés. Et c'est un épisode qui a eu une conséquence presque philosophique, parce que Montaigne a eu comme secrétaire, longtemps, un des rescapés de cette expédition. Et le mythe du bon sauvage a été créé, en quelque sorte, à cause de ça, c'est-à-dire par l'influence qu'a eu sur Montaigne cet homme qui avait... Donc, vous êtes aussi un historien. Mais vous mettez le chapeau juste pour porter mieux celui d'écrivain. Si vous voulez, Jean-Christophe Rufin, on s'arrête quelques minutes, le temps d'une pause. On revient tout de suite après la pause. Simple comme bonjour. Identifiez le duo vedette de la semaine et inscrivez votre réponse sur le banc de participation dans le dernière heure. Cette semaine, attaque biologique et chimique, ce que vous devez savoir. Délices au fromage d'ici. Un concours simple comme bonjour. Ils ont aimé, ils aiment et ils en parlent avec sincérité, humour, émotion. Des personnalités se confient. Les femmes me racontent leurs hommes et les hommes me racontent leurs femmes. Denise Bombardier reçoit Régent Tremblay à Parlez-moi des hommes, parlez-moi des femmes, samedi 18h30. Et je peux poser une question à Bernard de Rome, moi, là? À cette caméra-là. Vous êtes sûr? Question à Bernard de Rome? J'aimerais ça comprendre. Alors, quoi, là? Ça savoir. Quand je pose une question, il faut qu'on me réponde. Dès dimanche, Bernard de Rome vous répondra à 5 sur 5 à Radio-Canada.
Alors, il nous reste quelques minutes avant de la fin de notre émission. Je vous rappelle que je suis en compagnie de Jean-Christophe Ruffin, médecin et écrivain. Vous entendiez tout à l'heure Jean-François Vézina. Est-ce que vous croyez à ça, les hasards qui changent la vie? Oh, oui, tout à fait, oui, bien sûr. Je crois qu'on ne peut pas ne pas y croire. En tout cas, moi, j'ai laissé toujours la place un peu au hasard. Oui. D'ailleurs, c'est par hasard que je suis entré à Médecins sans frontières, par exemple. C'est par hasard. Ah oui, tout à fait. Et puis c'est par hasard que vous avez trouvé des informations aussi sur les enfants, là, pour ce livre-là. C'est par hasard que vous avez trouvé. Oui, c'est en lisant un texte de l'époque, j'ai vu cette phrase concernant les petits-enfants qui étaient emmenés pour servir d'interprètes, qui étaient pris dans des orphelinats, qu'on mettait sur des bateaux et qui servaient d'interprètes dans les tribus indiennes. C'est vrai que je n'aurais pas écrit ce livre sans ça. C'est-à-dire que ça m'a donné ma place, moi, dans le livre. J'avais envie d'être à la place des enfants, de vivre cette aventure comme ça. J'aurais pas pu le faire, par exemple, à la place du chef d'expédition, qui est un homme beaucoup plus chevalier de Malte, machin, etc. Ça ne m'aurait pas intéressé. Je trouvais que ces enfants étaient plus... puis c'est un peu une grande métaphore de l'adolescence, de l'enfance, du passage d'un continent à l'autre, comme ça, du monde de l'enfance à ce continent de l'adulte où on vous conduit pour en apprendre la langue, finalement. Oui. Alors, qu'est-ce que vous rêvez? De pratiquer les deux métiers jusqu'à la fin de votre vie, et médecin, en parallèle, de pratiquer toujours les... C'est très difficile parce que les deux sont très jaloux, vous savez. C'est-à-dire que quand vous écrivez un livre, vous ne pouvez pas faire grand-chose à côté. Oui. Et quand vous faites de la médecine, vous ne pouvez pas dire aux gens, excusez-moi monsieur ou madame, vous êtes pas très malade, mais moi, je vais aller faire mon chapitre numéro 4, je vous laisse... comme ça, c'est pas possible. Donc, on est obligé de se... Bon, pour l'instant, je partage mon temps. Je fais surtout ça l'hiver. Je sais pas pourquoi, ça me réchauffe, le Brésil, tout ça. Et j'écris beaucoup l'hiver, moi. Et puis l'été, au printemps, je fais des missions, je travaille... Alors, on vous souhaite le Goncourt. Donc, ce dernier roman très bien accueilli de Jean-Christophe Ruffin, publié chez Gallimard, porte ce titre magnifique, qui est une couleur, en fait, rouge Brésil. Et je souligne aussi, parmi plusieurs de ses livres, dans cette extraordinaire collection découverte, L'aventure humanitaire, un livre qui, en ce moment, peut-être, vous auriez vraiment envie de lire. Jean-Christophe Ruffin, merci beaucoup de vous être arrêté ici pendant votre séjour à Montréal. Je voudrais aussi remercier Jean-François Vézina et les hasards nécessaires. Je rappelle que le livre de Jean-François Vézina est publié aux éditions du 18 octobre, avec un petit vent assez frais qui vous passe en